Voilà. Bonsoir mesdames et messieurs, il y a des places devant si vous n'avez pas de place. Alors avant tout, je vais juste vous donner les canaux pour l'interprétation. Canal 1 c'est l'anglais, canal 2 c'est l'ukrainien et canal 3 c'est le français. Channel 1 for English, Channel 2 for Ukrainian, and Channel 3 for French. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Est-ce que ça marche bien? Oui. Est-ce que je peux avoir votre attention, s'il vous plaît? Bonsoir, est-ce que je peux demander un peu de silence pour qu'on puisse commencer notre conférence et notre débat? Merci beaucoup. Good evening to all of you and welcome. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Je tiens à saluer Monsieur le ministre qui est dans la première rangée. Monsieur l'ambassadeur du Portugal qui est à ses côtés, Monsieur le consul du Tchad, Monsieur le député qui vient du Cameroun et mesdames et messieurs en vos grades et qualités, chers amis. J'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour le débat public annuel de l'Association des écoles d'études politiques que nous organisons pendant le Forum mondial de la démocratie, comme on dit en événement off, ou comme on dit en anglais, en a side event ou a fringe event. Nous faisons cela pour avoir un événement pendant le forum qui est ouvert au public strasbourgeois pour vous permettre de partager un peu des problématiques et des discussions qui se passent pendant ces journées au Conseil de l'Europe. Et j'espère que vous allez trouver la discussion ce soir intéressante. Ce débat s'intitule Qui a peur des droits humains? Utopie ou dystopie en 2025? Et elle aura comme vocation à interroger sur la pertinence des droits humains en 2025 dans un contexte européen et mondial particulièrement alarmant, où les conflits armés font rage dans le monde et que les populations sont exposées à des situations humanitaires catastrophiques. Au nom de l'Association des écoles d'études politiques, je tiens à remercier nos partenaires. En premier lieu, l'Érage, qui nous accueille ce soir dans son amphithéâtre, la Maison de l'Europe, qui nous a apporté une aide précieuse pour la préparation de cet événement, et la ville de Strasbourg pour son soutien indéfectible depuis la création de notre association en 2008. Juste un petit rappel historique, l'association a été créée en 1992 par... pardon, je m'excuse, c'est les écoles ont été créées en 1992 par Catherine Lalumière et Lena Nerovskaya, qui aujourd'hui ne peut plus exercer sa fonction à Moscou, où a été créée la première école, mais se trouve à Riga, en Lettonie. Et les écoles d'études politiques sont dans un certain sens le reflet de l'histoire de l'Europe ces dernières années, parce que si celle de Moscou est aujourd'hui exilée à Riga, celle de l'Azerbaïdjan
ne peut plus fonctionner. Le directeur qu'il a créé, Ilgar Mammadov, a été en prison pendant 5 ans et demi, et depuis, il n'a pas été possible de recréer une école en Azerbaïdjan. Ensuite, vous avez le cas de la Turquie, sur laquelle je voudrais insister, parce que le fondateur de l'école de Turquie, c'est Osman Kavala, et Osman Kavala a été condamné à une peine de prison à perpétuité pour des faits inventés et fantaisistes. Et aujourd'hui, je note que les gouvernements ne font plus attention à son cas. Et je voudrais donc rappeler que Osman Kavala, il n'est pas le seul, mais Osman Kavala est au fond d'une géole en Turquie, et on ne parle plus de lui, et j'ai l'impression qu'on ne fait très peu pour le sortir de sa prison. Et donc, je vous demande à vous, si vous avez la possibilité sur les réseaux sociaux ou quelque part, de rappeler l'existence de Osman Kavala, parce que moi j'ai parlé avec Ilgar Mammadov, par exemple, et avec Hakan Altenay, qui est le directeur de l'hôtel turc, qui a aussi fait une peine de prison, et ils ont tous les deux dit que la chose la plus importante pour eux, c'était de savoir qu'ils n'avaient pas été oubliés. Et ça les aide beaucoup à surmonter les problèmes qu'ils ont. Donc je vous demande si vous avez la possibilité d'en parler, ça leur fera du bien. Alors je voudrais juste rajouter quelques petits propos. Comme vous le savez, à la fin des années 40, nos aînés ont imaginé un ordre mondial fondé sur des règles pour nous permettre de vivre en paix. Aujourd'hui, cette utopie des années 40 se transforme devant nos yeux en un cauchemar dystopique de conflits, de tyrannie, de populisme et de violations flagrantes de nos droits les plus élémentaires. Aujourd'hui, de plus en plus de dirigeants à travers le monde agissent en toute impunité, ne cachant ni leur mépris pour nos valeurs, ni leur indifférence pour la paix et l'état de droit, pourtant consacrés dans de nombreux textes internationaux auxquels leurs États ont adhéré. Les actions de la Russie depuis l'invasion de l'Ukraine en sont des illustrations atroces. Déportation d'enfants ukrainiens, bombardement visant des civils, traitement inhumain des prisonniers de guerre. Je pourrais continuer avec une liste d'autres pays qui sont dans une situation semblable ou allant dans ce sens. Je pense à la Géorgie, mais nous aurons une intervention tout à l'heure de Armaz qui est dans ce panel. Je vous rappelle qu'en 2023, lors d'un sommet des 46 pays du Conseil de l'Europe, tous les dirigeants ont tous réaffirmé leur engagement indéfectible à l'égard de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que l'obligation inconditionnelle de se conformer aux arrêts de celle-ci. Mais qui eût cru qu'à peine 2 ans plus tard, 9 États de l'Union européenne, menés par le Danemark et l'Italie, publieraient une lettre proposant une conversation dans un esprit d'ouverture afin d'examiner si la Cour européenne des droits de l'homme n'était pas allée trop loin et protéger les mauvaises personnes dans leur interprétation de la Convention dans les affaires de migration. Je suppose que, puisqu'il se passe très peu pour Osman Kavala, que lui n'est pas une bonne personne.
C'est assez étonnant. Et à plus forte raison, qui eût imaginé qu'un ancien président du Conseil européen puisse mettre en cause les juridictions nationales qui considèrent que les droits humains sont plus importants que la sécurité. Et puis, on a le cas du Royaume-Uni. Mais là, nous avons quelqu'un qui va nous en parler dans un instant. On voit que les choses ne vont pas très bien aujourd'hui. Mais ce soir, nous avons un magnifique panel. Chacun s'exprimera sur la situation de la démocratie et des droits humains sous l'angle de sa propre expérience personnelle, politique ou professionnelle. Parmi eux, Oleksandra Matvichuk, lauréate du prix Nobel de la paix 2022, a dû annuler sa venue ici. Et elle n'est donc pas avec nous ce soir, mais elle nous a adressé un message depuis l'Ukraine et on va le visionner maintenant. Merci. I'm a human rights lawyer, and I often heard that freedom, democracy, human rights are important, but economic benefits, security concerns, or geopolitical interests are even more significant. The fault of this approach is that freedom, human rights, and peace are inextricably linked, and states that grossly violate human rights provide a threat not just to their own citizens, but to security and peace in general. And Russia is a bright example. Russia has launched their aggressive war against Ukraine. Russia commits horrible atrocities, and entire UN system of peace and security can't stop it. This is not just a war between two states. This is a war between two systems, authoritarianism and democracy. Because with this war, Putin attempts to convince the entire world that freedom, democracy, rule of law, human rights are fake values. Because they couldn't protect anyone during the war. Putin attempts to convince that country with a strong military potential and nuclear weapon can break the international order and dictate its rules to entire international community, and even forcibly change internationally recognized borders. And if Putin succeeds, it will encourage other authoritarian leaders in different parts of the globe to do the same. I live in Kiev, and my native city, like other cities in Ukraine, are constantly being shelled not just by Russian rockets, but also by Iranian drones. China helps Russia to avoid sanctions and import technologies critical to warfare. North Korea sent Russia more than 1 million artillery shells, and they sent also their troops to Russia. All these regimes have something in common. All these regimes, they have captured power in their own countries, have the same idea what a human being is. They see people as an object to be controlled. They denied people in their rights and freedom. Democracy, even not being ideal, they see people, their rights and freedom to be the highest value. And there is no way to negotiate it, because the only existence of free world always provided threat to dictators that they will lose their power. And that is why, if authoritarian countries support each other, democratic countries must support each other even stronger, especially taking into account that it's not just a Ukrainian problem. Russia is an empire. An empire has a center but has no borders. Empire always tries to expand. I see it even from my human rights work. When I interviewed people who survived Russian captivity, they told me that Russians see their future like this. First, we'll occupy Ukraine, and then, together with you, we will go to conquer in other countries.
And the process of forcible mobilization of Ukrainians to Russian army all these years is going on in occupied territories. So people in other European countries, they are safe only because Ukrainians still fighting and don't let Russian army to move further. I know from my own experience that when you can't rely on legal instruments or international system of peace and security, you can still rely on people. We get used to thinking through the categories of states and interstate organizations, but ordinary people have a much great impact that they can't even imagine. Ordinary people can change history. Because hope, it's not a confidence that everything will be fine. Hope, it's a deep understanding that all our efforts, all our fight for freedom and human dignity have a huge meaning. I'm a human rights lawyer, and I often heard that freedom, democracy, human rights are important, but economic benefits, security concerns, or It's being repeated, so vous pouvez arrêter maintenant. Merci. Thank you for that round of applause, and very, very many thanks to Alexandra for her words, which I think will have touched everybody in this room. She's a wonderful person. I had the privilege of meeting her this summer, which is when I invited her to come here in November, but unfortunately, as I said, she wasn't able to come. Now I'm going to hand over the running of this meeting to our moderator, Fernanda Gabriel, a European journalist and president of la Maison de l'Europe de Strasbourg. Thank you very much. Merci beaucoup, Jacqueline, le président des écoles politiques européennes, de l'association des écoles politiques européennes, nous a déjà un peu introduit au débat. Je voulais juste ajouter que Alexandre, effectivement, c'est quelqu'un d'absolument exceptionnel. Elle lutte dans son pays comme Olga. Elle lutte aussi en Europe pour son pays. Et je pense que ça, c'est un moment important parce que, et comme Alexandre l'a dit, et comme Olga souvent aussi le dit, ce n'est pas une lutte seulement pour l'Ukraine, c'est une lutte pour nos valeurs et pour l'Europe. Et je les remercie tous les deux. Et Alexandre, elle est une avocate, une militante des droits humains. Elle a eu le prix Nobel de la paix en 2022. En ce moment, elle dirige le Centre pour les libertés civiles en Ukraine et a été récompensée par la défense des droits fondamentaux et de la démocratie. Elle est fondatrice du réseau Ultramaïdan SOS. Elle documente depuis 2013 la violation des droits humains et plaide pour une justice internationale. Alors, les droits humains, c'est la thématique. Je vais déjà présenter ce panel qui va nous un peu éclaircir sur la situation qu'on vit en ce moment en Europe, mais aussi dans le monde, puisque nous sommes allés au-delà de l'Europe et nous avons quelqu'un, un Américain aussi, qui va aussi parler des difficultés pour les Européens et pour les Américains d'avoir quelqu'un comme Christophe. Mais je voulais commencer pour présenter donc les invités. Premier, à ma gauche, Frédéric Béraud, Madame la Présidente de l'Université de Strasbourg, très récemment, depuis mars 2025. Je pense que c'est un moment important parce que la première femme présidente de l'Université à Strasbourg. Elle est professeure de droit public et de droit de l'Union européenne à Sciences Po Strasbourg et professeur invité au Collège d'Europe de Bruges depuis 1998. C'est une Européenne convaincue. C'est quelqu'un qui est toujours disponible
pour participer dans des conférences parce que Alexandre l'a dit, la société civile est extrêmement importante dans ce débat sur nos valeurs. À ma droite, j'ai John Goodman. John, il est le directeur de l'université de Syracuse à Strasbourg. C'est une université américaine qui est ici. Il a été aussi quelqu'un qui a travaillé avec Jimmy Carter dans la fondation Jimmy Carter, il a dirigé plusieurs missions de paix au Mali, au Soudan, au Sahel. Peut-être on pourrait l'inviter à aller aussi en Ukraine, John. On verra comment on peut faire, comment intervenir. Et toi aussi travailler pour le comité international aussi de la Croix-Rouge. À nouveau, à ma gauche, nous avons un Anglais. L'Europe sans les Anglais, on en a besoin. Il est pilote, c'est un journaliste. Il a été mon collègue, il a suivi les affaires européennes à Bruxelles pour le Financial Times. Il a été aussi à Berlin, en Russie, et il est aussi toujours disponible pour parler, pour intervenir sur les droits de l'homme que les Anglais en ce moment maltraitent un peu, notamment la Convention européenne des droits de l'homme et l'accord. Mais tu vas un peu tout nous expliquer. Et puis à côté de John, j'ai Olga Kurchenko. Tout le monde le connaît aujourd'hui à Strasbourg. Elle est le visage de l'Ukraine, présidente de l'association pro-Ukraine. Elle organise énormément de manifestations pour son pays, pour qu'on aide son pays, pour que les Européens, pour que la société civile soit derrière l'Ukraine, parce que c'est important et je la remercie aussi pour ce travail qu'elle fait à Strasbourg et en France, je dirais même. Armas, Armas, je ne veux pas détruire ton nom. Akval Biani, I hope it's okay for you. Il est directeur de l'école d'études politiques à Tbilissi, en Géorgie. Il est docteur en sciences politiques de l'Université d'État de Moscou. À ce moment-là, enseigne à l'Université d'État de Tbilissi, fondateur de l'école d'études politiques et ouvre depuis 20 ans pour la promotion des valeurs démocratiques et va certainement nous parler aussi de la situation difficile des droits de l'homme en Géorgie et surtout aussi de la peur qu'on a vis-à-vis de Poutine, que visiblement il veut avancer, comme Alexandre l'a dit tout à l'heure, il va continuer, il a envie de ne pas s'arrêter à l'Ukraine si on le laisse faire. Alors, je commence, mais avant de commencer, je voulais dire que nous sommes en direct, que cette conférence est online, que vous pouvez la suivre après, puisqu'elle sera postée. C'est important de le dire pour des raisons d'exigence communautaire, je dirais. Frédéric, alors, vous êtes, puisqu'on se connaît depuis très longtemps, je l'ai dit, professeur, président de l'université, mais aussi professeur à Bruges, qui est le grand collège européen. L'Europe ne va pas bien, la situation des droits de l'homme, ça ne va pas très bien. Comment toi tu vois cette évolution et à quoi ça va mener? Est-ce que ça va mener en réforme, par exemple, de la Cour et de la Convention européenne des droits de l'homme? Merci beaucoup pour cette invitation à pouvoir vous parler un peu ce soir d'un point de vue qui sera plus professionnel. Je ne suis pas sûre d'arriver à répondre complètement à la question que tu viens de me poser. Je dirais que la situation des droits humains en Europe est à ce stade assez paradoxale. Paradoxal parce que on peut constater une démultiplication des droits humains qui vont bien au-delà
aujourd'hui de ce qu'on a longtemps enseigné, c'est-à-dire les générations de droits de l'homme, en partant des droits civils, politiques, sociaux, et qui aujourd'hui se sont développés. On peut mentionner le droit du vivant, avec un certain nombre de questionnements juridiques sur le droit des fleuves, par exemple, des forêts, etc. Et puis, globalement, le développement de certains contentieux qui peuvent être des contentieux européens comme internationaux. Je pense par exemple aux contentieux climatiques. À l'important arrêt avril 2024 de la Cour européenne des droits de l'homme et l'avis de la Cour internationale de justice cet été. Cette démultiplication des droits est protégée par les juges en Europe, et j'évoquais la Cour européenne des droits de l'homme, on peut évoquer aussi la Cour de justice de l'Union européenne et les juges nationaux qui s'efforcent de protéger les droits, très souvent de manière assez extensive. Je mentionnerai par exemple la possibilité pour les femmes afghanes d'avoir droit à l'asile dans des conditions qui sont beaucoup plus larges que les conditions précédentes du droit d'asile. Dans le même temps, ces droits sont érodés par toute une série de phénomènes qui découlent des crises qui sont extrêmement nombreuses. Alors évidemment, j'évoquerai la crise liée au terrorisme qui, dans les sociétés européennes, a amené à faire entrer dans le droit commun, disons le droit quotidien, des dispositifs exceptionnels qui ont été mis en place pour lutter contre le terrorisme qui a beaucoup touché effectivement un nombre important d'États européens, phénomène typique qu'on a vu en droit français. De l'autre côté, si on évoque par exemple la crise de la Covid, on se rend compte que le droit et les droits humains vont être interrogés par toute une série de considérations liées à la gestion de l'urgence, liées à la gestion de l'imprévisible, et qui contribuent, je pense, à faire des droits humains non plus nécessairement le haut de la pyramide des normes, mais de faire que les droits humains, finalement, se retrouvent en devoir d'être équilibrés par d'autres exigences liées plus globalement à la sécurité. Et donc on voit apparaître finalement petit à petit un déplacement du curseur qui fait que les droits humains se retrouvent en concurrence avec d'autres intérêts ou d'autres droits. La situation est aggravée par des déséquilibres, je n'irai pas plus loin là-dessus, mais qui sont des déséquilibres également liés aux crises, qui déséquilibrent la démocratie. D'abord, le nombre de démocraties diminue sur le plan mondial, et ça a été évoqué tout à l'heure, Jacques l'a mentionné. Mais je dirais que globalement, la qualité de la démocratie se trouve aussi interrogée. Il suffit de voir ce qu'il se passe en France avec un débat politique extrêmement polarisé, une violence de plus en plus importante qui rend la démocratie de plus en plus difficile. Cette attaque contre la démocratie se double d'une attaque contre les juges, contre la manière de juger, contre le fait même de juger, qu'on voit apparaître dans beaucoup d'États du monde, y compris en Europe, qui sera un petit peu plus là où je vais m'attarder, que ce soit les attaques qu'ont subies les juges en Pologne, et on mesure aujourd'hui la difficulté du retour en arrière, ou ce qu'il se passe en Hongrie, et globalement une difficulté à considérer le rôle des juges dans la société et donc dans la protection de l'état de droit. Je pense que ces déséquilibres interviennent aussi à un moment où les droits humains qui sont nés de la faillite des États
dans la Deuxième Guerre mondiale, faillite qui mène à ce que les juristes inventent de nouveaux concepts, le crime contre l'humanité et le crime de génocide, pour arriver à qualifier un certain nombre de choses qui se passent pendant la Deuxième Guerre mondiale. Cette Deuxième Guerre mondiale s'éloigne. Ce faisant, comme elle s'éloigne dans le temps, le curseur que j'évoquais tout à l'heure se déplace d'autant plus vite qu'on s'éloigne de cette Deuxième Guerre mondiale et que finalement la centralité d'un certain nombre d'événements particulièrement graves comme la Shoah eh bien, est petit à petit modifiée et rattrapée par d'autres considérations. Je dirais que cette situation, elle mène en Europe à la remise en cause d'un certain nombre de mots et au travers de ça d'un certain nombre de concepts. Alors j'en citerai quelques-uns très rapidement. Je pense qu'il y a une perte du sens du commun en Europe. On a de plus en plus de mal à harmoniser nos dissonances. On le voit dans le processus de fabrication des normes européennes. On le voit aussi dans ce qu'utilise la Cour européenne des droits de l'homme pour essayer de déterminer un fonds commun des États en Europe. Évidemment, ça vient relativiser les droits humains qui petit à petit sont considérés comme un frein à la compétitivité. Et étant un frein à la compétitivité, arrive ce que l'on voit arriver aujourd'hui, on peut remettre en cause un certain nombre de dispositions, voire de législation, pour alléger ce poids normatif. C'est probablement en Europe aussi une perte du cadre supranational, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a de plus en plus d'attaques contre l'idée même d'intégration. C'est un vieux problème en Europe, mais le curseur là aussi se déplace, ce qui, associé aux attaques contre l'état de droit, fait que les droits humains sont un des éléments qu'on prend en compte, mais que ce ne sont plus les droits humains qui sont protégés au premier chef parce qu'ils viennent protéger la dignité humaine. Il y a probablement aussi une perte du fait matériel, alors parce qu'on a des fake news, parce que le fait est aussi un fait alternatif, enfin on connaît ces éléments-là, et finalement une survalorisation du sentiment, du ressentiment et du sentiment de l'opinion publique. Et on se rend compte qu'on légifère beaucoup par rapport à cette idée de sentiment, ce qui évidemment fait que les droits humains sont en quelque sorte noyés dans ce que ressent au fur et à mesure des images, des conflits, de tout ce qui, effectivement, de la démultiplication des informations auxquelles on est soumis. Et puis la dernière chose qui, paradoxalement, vient déséquilibrer les droits de l'homme, c'est que ces droits de l'homme ou ces droits humains, qui sont conçus comme des droits individuels, supposent néanmoins un sentiment de collectif. Et ce sentiment de collectif, il est de moins en moins évident dans nos sociétés. Cette décollectivisation, du moins cet amoindrissement du collectif, amène à considérer qu'un certain nombre de droits humains peuvent céder par rapport à d'autres éléments, que ce soit l'universalisme des droits humains, qui est aujourd'hui fortement remis en cause, ce qui remet en cause la position européenne et l'approche européenne de ces droits humains, mais aussi cette modification du contenu de la norme, en quelque sorte, parce qu'il faut gérer l'urgence, parce qu'on manifeste aujourd'hui pour la sécurité beaucoup plus que pour la liberté, et parce que le sentiment l'état de paix dans lequel on arrivait à vivre en Europe est réinterrogé effectivement par la démultiplication des crises. Et je dirais que ces éléments-là amènent à ce que les droits humains soient mis en concurrence avec toute une série d'autres intérêts, voire d'autres droits, ce qui est très perceptible en Europe actuellement, et que l'on voit par exemple fonctionner au niveau du Parlement européen, qui pendant très longtemps
a été un des forums de protection des droits fondamentaux et qui aujourd'hui, du fait de sa composition, montée des populismes, parti d'extrême droite extrêmement important et diversifié, eh bien, est ballotté entre différents intérêts sans plus arriver à faire des droits humains finalement le sommet de la pyramide, mais ça n'est que l'un des éléments qui va être pris en compte au moment des négociations, au fur et à mesure, et je dirais du délitement des majorités en fonction des différents dossiers. Donc c'est un petit peu les premiers éléments que je donnerai, et puis on va les confronter aux analyses de mes collègues, et puis aux questions du public pour voir si tout ça a un sens. Merci beaucoup Frédéric. Je passe tout de suite à Quentin sur une phrase: l'universalisme des droits humains sont mis en cause, comme qu'on vient de dire la présidente de l'université, Frédéric. Qu'est-ce qui se passe en Angleterre? L'Angleterre était connue pour être le pays de droits humains, le pays phare. Aujourd'hui, on voit la Grande-Bretagne qui mène toute cette guerre entre guillemets contre la Convention européenne des droits de l'homme, qui veut la reformuler. Il y a 5 ans, on parlait de reformuler la Convention des droits de l'homme pour émettre des nouveaux droits, des droits, et Frédéric vient à parler, c'est référence à ça, des droits sur l'environnement. Aujourd'hui, on veut la reformuler pour enlever des droits. Comment on explique ça, qu'on va aussi vite vers cette dérive? Fernanda, thank you very much. With great difficulty is my first answer, but let me start with a quick word about my great pleasure in being here. I'm delighted to have been invited to come back to this wonderful event, because the schools of political studies that have been brought together in this association are a fantastic contribution to the passion for a more democratic, more open, freer society right across Europe. And I've been involved in this for the last 30 years, just peripherally, having been invited by the Moscow School to come and talk to them about journalism and about how are we journalists, how important are journalists towards the democratic debate. And what I saw in the Moscow School was just an absolute delight in this flourishing debate that was starting in the 90s, years after Perestroika. And it was really good as somebody coming from a country that thought, oh, we're fine, we've got it all, we've got the human rights, to see young people struggling to get those first steps on the road. And they were able to in the 90s, but now today, there's the Moscow School declared as foreign agents, effectively banished into exile, and Lena and Yuro founded the Moscow School, and all their wonderful staffs and colleagues are still fighting the great fight. So I just wanted to say that to begin with. We learn so much from those who want more human rights. The second thing I wanted to say about being here is that I'm rather embarrassed and actually depressed by the subject you wanted me to address, which is what the hell are the Brits up to in their attitude towards human rights. I mean, we have the extraordinary situation that the party of Winston Churchill, who was absolutely one of the key people in setting up the Convention of Human Rights 75 years ago, earlier this week, and suddenly the Conservative Party in Britain has declared last month that they wish to quit the Convention on Human Rights. And this is just a ridiculous and extraordinary decision. So I just wanted to try and explain, how the hell did the Brits get into this situation? Because British politics at the moment is in a mess. Now, I know a lot of other countries may say the same for themselves. The political situation in France is not a great deal easier. But the Brits have got themselves into this situation by
if you like, retreating into a sort of national defensiveness because of the vote on Brexit. And we're now in a very strange situation where I think that in Britain the regret over Brexit has grown, and now at least well over 60% of people say it was a mistake. Unfortunately, all the main political parties seem to say, yes, but we can't do anything about it. And at the same time as a clear majority of people say it was a bad thing to do, the one party that seems to be really benefiting from the political situation is the Reform Party, which used to be called the Brexit Party, which is precisely the party that took us out. So we're in a great muddle. And that situation is, in a way, the irony of it is that after Brexit, politics in Britain are starting to look more and more European. We have a rising far-right party and collapsing centre parties. And the whole debate about the European Convention on Human Rights, the European Court of Human Rights, is it's caught in the middle of this political transformation. So when the Conservative Party decided to go for this ridiculous say, we're going to leave the Convention on Human Rights, it was trying to grab back political momentum from the much more nationalist, anti-immigration party Reform. And so this is a battle on the right, because the figures, the transformation that has happened in Britain over the last couple of years in political terms are actually quite dramatic. I mean, the latest opinion polls put Reform as the #1 party in Britain with about 34% of support. And the Labour Party, which just had a huge victory in an election only a year ago, is down on 22%. And the Conservative Party, the good old traditional centre-right party, has collapsed to only 14% support in the polls. And even though that is an answer to a question, who would you vote for if the election were tomorrow? There isn't going to be an election tomorrow, thank God. But having said that, I fear that both the Conservative Party and the Labour Party in Britain, centre-right and centre-left, are already showing serious signs of panic at the rise of the far right. And that's where this whole debate about human rights and immigration has suddenly exploded. So the Court of Human Rights is sort of being blamed for the rise in immigration, which is, to my mind, completely ridiculous, but it plays into this insularity that really grew over the Brexit debate. So the Brits are sitting there regretting Brexit and yet being more insular. And I think part of the problem about this is that we've always taken human rights for granted. The big fundamental human rights that are really underlined within the Convention, you know, the right not to be tortured, the right against the right to protect privacy and family life, the right for freedom of religion and freedom of expression. These fundamental rights, hey, to hell, we have those. We don't need to worry about them. We take it for granted. And back to my friends in the schools of political studies, the Moscow School, they are the ones who need to fight for these rights. And the fact that a country that thinks they've got these rights thinks, oh, well, we can walk away from them, is really dangerous. There have been several moments in British political history over the last years when I think there have been serious doubts about whether the British political system, without any written constitution, would actually protect rights. And thank God we had the Constitution. Thank God, in a way, we also had the rules of the European Union, which were written down.
because when we had, for example, the terror in Northern Ireland, the troubles in Northern Ireland, these were moments when exactly what you were talking about, Federica, about the fight against terrorism starts to undermine what we thought were basic laws. People take political processes in an emotional situation can pass very bad laws. And now we have a very emotional situation in Britain about immigration. And there's a real danger that they will start to pass very bad laws unless we have the Convention of Human Rights to protect us. So I think that's the first point I wanted to make. I mean, the trouble is there is so much ignorance about what the Convention on Human Rights actually does and how it works. And I think that an awful lot, I think they found that less than 50% of the British population actually know what the rights are that are guaranteed under the Convention. There are a whole lot of people who think it's the right to a free health service is guaranteed. No, that's not in the Convention of Human Rights. Or that there is a sort of egalitarian income distribution that's guaranteed. No, that's not in the Convention on Human Rights. So one, there is a lot of ignorance about it. And then I think that how the court and the convention work, and the degree to which the judgments they pass are nonetheless, you can adapt or obey them, not by the strict letter, but as a, there is a flexibility in the process. Again, that people don't see. So we're back to this retreat into a nationalism that says, we don't want a foreign court to tell us. Actually, the whole reason for setting up the court and the convention was that we felt that the sins of the Second World War and the sins of the 1930s should not be repeated towards individuals. We must reinforce those rights. And I think that is the real danger today in Britain, that they are taking for granted that we don't need these rights, but other people do. The Convention on Human Rights is for those countries and minorities that are abused. And so I think that's the problem. We need to have far better education about what the Human Rights Convention does, and then we need to have a calm and rational debate about whether there is room for reform, but there isn't room for withdrawal. Oh, thank you very much, Quentin. I think les droits humains, c'est jamais garanti. Il faut toujours surveiller, surtout quand on a des gens comme Farage chez vous et d'autres chez nous aussi qui le ressemblent énormément. Et c'est lui qui a mené toute cette campagne de tirage anti-européenne qui aujourd'hui a fait évidemment beaucoup d'alliés. Olga, quand on parle des droits de l'homme et qu'on vit cette guerre terrible en Ukraine, comment on réagit? Qu'est-ce qu'on demande à l'Europe? Comment l'Europe peut aider à faire face, à développer et surtout à renforcer les droits humains dans ce pays-là? Parfait, Farah aussi, parfait. Merci beaucoup, merci Fernande. Premièrement, je voulais remercier Fernande et Jack qui m'ont invité ici, mais aussi qui a fait beaucoup personnellement pour l'aider l'Ukraine. Fernande, peut-être vous ne savez pas, mais Fernande, elle a fait amener 2 bus des enfants ukrainiens à Portugal. Aussi, je voulais remercier monsieur l'ambassadeur qui vient de revenir. Il était pendant la guerre ambassadeur du Portugal en Ukraine et il a mobilisé énormément d'aide pour l'Ukraine de Portugal. Il y a beaucoup de gens ici qui sont concernés, qui font vraiment beaucoup pour l'Ukraine et je voulais remercier le peuple français qui a accueilli de la début de la guerre beaucoup de mes compatriotes et pas aussi français mais beaucoup de pays de l'Europe ont accueilli presque 7 millions de personnes déplacées de l'Ukraine et c'est énorme soutien pour nous, pour les Ukrainiens. Moi je suis ici, je suis française et je fais mon travail pour soutenir l'Ukraine.
parler de privilège de parler en anglais aussi. I would like to speak about several things which I think really important now in the relation to the human rights. First of all, for us, for Ukrainians, now human rights is not something rhetoric. It's really something very concrete, and we are defending our right to live, the right to life. The right to life and the right to liberty. And our soldiers, our fathers, brothers are doing this every day on the battlefield, but also our mothers, the whole population is fighting in order to supply the support to the army and in order to make sure that this terrible aggression will not expand to other European countries. The war many people say that the war has started 3 years ago. For us, the war has started in 2014. And it has been already 10 years, almost 11 years of the war. It's a big, if you speak in the terms of life of person, it's already 11 years old kid. And I will make this reference a little later when I will be speaking about deportation of Ukrainian children. But just to tell you that we could have really avoided it. We could have avoided it, and we haven't done it because when Russia started its aggression on Georgia, on Moldova, on Syria, we didn't stop them. We haven't done anything. Europeans were very, very naive, thinking that at this time, yes, we can negotiate, we can develop dialogue with Russian democracy. Where is democracy? I'm sorry. Forget about it. There is no democracy in Russia. Ukrainians know this better than anybody else. All our life, we are struggling against Russian imperialism, Russian chauvinism. It's really very, very incarnated into the blood of this nation to invade our country, other countries, to erase other populations, to deport people, to do everything that make sure that only one nation is existing and it's really want to enlarge its empire. And you should understand that I am not speaking about some theories. This is reality now in Ukraine, and it might be reality very soon in Europe. And in order to avoid it, we should stop it. And the only way to stop it, it's really to stop it with force. Russian aggressors, any kind of autocratic regime, can't really understand anything than the force. It's the strength and the force. And it's not the force of the words. It's a force of military force. You should show that you can defend yourself. And if you don't want to show it in your countries, show it on the borders of Ukraine. Give Russians impression that you are capable to defend yourself. That's what you should do now. Because otherwise, for the moment, what we are doing, we are ignoring drones on the territory of Europe. This is impossible. This is a real sign of faiblesse. And we should do everything to avoid such signs. This is one point. Another point is really why this war? Why these flagrant violations of human rights? Why thousands of people are killed in Ukraine? Why millions are transferred, moved to another countries, escaping the war? Why more than 20,000, in reality, 35,000 children are deported on the Russian territory? Why 2,000 children, hardly
children now without lamps, without hands, and they will need 32 protheses during their life. Why all this? Because there was no impunity. There was impunity. Because when Russians started the aggression, nobody punished them as it should have been. The only organization which punished Russia now is the Council of Europe, and we should be proud to live in the same city with this organization. However, it was late. It was done already when Russia started its invasion. So we should take lessons from this, and we should do everything possible to support this idea and this initiative of the Council of Europe to establish a tribunal on Russian aggression and to punish all perpetrators of this terrible war, of this terrible violation of human rights. And now to the positive thing. You know, this war showed incredible solidarity, not only in Ukraine, among Ukrainian people, because it's not only Ukrainian people who are mobilized, but all Ukrainians in the world are mobilized, all Ukrainian diaspora. And I'm happy and proud to be a part of this diaspora associations who are contributing to this. But also European society mobilized. And we have shown that this solidarity, this mobilization is our force. It's a force of people. It's what Alexandra was talking about, that only the people, we have this hope to win because we have hope on people. Even our government, our president, would never could imagine at the beginning of the war that such strong mobilization will be done by Ukrainian population, and that we are capable to fight already 4 years of this war. 4 years. It's almost like the Second World War. Could you imagine this? So this is very important, really, to support that we should punish all perpetrators and we should be together. I will speak a little bit about what our efforts of Association Promo Ukraina. We have some members of our association here. So we created this association at the beginning of the war. And we created, because we Ukrainians here, we wanted to contribute with our forces to prevent this terrible aggression. And since the beginning, already 10 years, we have sent more than 50 ambulances and evacuation cars to Ukraine. We have provided a lot of convoys of humanitarian assistance. We are providing courses with the help of COA for language courses, but also we have a small team of psychologists who provide psychological assistance to people who are here. And you should understand that 4 years of the war, it's a terrible trauma. It's a terrible trauma to Ukrainian population. We can see it now with people who are living here, that their situation is aggravated, psychological situation. Therefore, I'm calling you for solidarity. I'm calling you to look around. You don't have this really attitude that, okay, it's already 4 years, we are tired, it's very difficult. If you will be tired, you will unfortunately be faced to the same challenges that we are facing now. Therefore, I really call for solidarity among people, and I really call for this attitude to human rights as to something real and something very, very precious that you have still here. You shouldn't fight it like we are fighting with our life, but you should really cherish it and make sure that it will be protected. And thank you very much for this opportunity to speak. Thank you. Merci beaucoup, Olga. Merci aussi pour tout ce que tu as dit, tout ce que tu fais et le besoin d'attirer l'attention sur ce qui se passe en Ukraine. Je donne la parole maintenant
Hamas, Georgien. Quelle est la situation des droits humains? Et est-ce que, comme a dit Alexandre dans sa vidéo, Poutine ne va pas s'arrêter s'il gagne en Ukraine? Est-ce qu'on a ce sentiment en Géorgie en ce moment?